Hello, hello, bonjour tout le monde. Eh bien, je reviens, on est lundi, je reviens pour un nouveau podcast. Après du repos un petit peu, parce que j'ai eu la crève pendant quelques jours. Là, il y a des petits restes encore depuis la semaine dernière, enfin depuis jeudi dernier là. Et ça, c'est suite au concert de lundi soir à Toulouse lundi dernier, où, euh, où effectivement le froid commence à revenir. Donc j'ai mis le jean, j'ai mis le sweat à capuche avec un anti-froid en dessous. Le problème, c'est que dans la salle, quand j'ai joué, il faisait très chaud, avec la chaleur humaine et plus le jeu, donc dépense d'énergie. Quand je suis sorti prendre le frais, pour prendre l'air un petit peu, du coup, bam, balaboum. Et quelques jours après, c'est-à-dire le jeudi, là, j'ai commencé à sentir ma gorge gratter. Et voilà, donc voilà, je vous raconte un petit peu ça. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est pas grave, c'est rigolo. Et je vous le dis, c'est le côté humain. On n'est pas des robots, on peut tomber malade, même si on est médium, même si on est gargantua, ce que tu veux, peu importe. Si je te pique le genou, tu vas mettre un genou à terre, même si tu es le meilleur boxeur du monde. Si je te mets un petit pic ou un couteau dans le genou, tu vas plier le genou et tu vas mettre un genou à terre et tu vas avoir mal comme tout le monde. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas si je tousse encore un petit peu. C'est pas grave. Mais par contre, le truc, c'est que je me soigne avec rien. C'est-à-dire que je ne prends pas de médoc. Là, je fais une parenthèse maladie. Et je ne prends pas de médicaments. Je me soigne avec mon énergie. Et je laisse mon corps travailler, faire et dégager toutes les toxines. Voilà, c'est la maladie qui me traverse, je ne suis pas malade, ce n'est pas ma maladie, je ne me l'approprie pas. La maladie me traverse et ce n'est pas grave, ça arrive. Voilà, donc je prends pas de médoc, pas de doliprane, rien, je laisse passer le mal de crâne, tout ça. Donc, donc voilà. Mais ce qui est très drôle, c'est que du coup, la nuit, en fait, je me marre tout seul. En fait, c'est pour ça que vivre avec moi-même, c'est trop marrant, franchement. Je reçois plein de messages très rigolos à la fois et très rigolo parce qu'en fait je le prends comme rigolo, c'est-à-dire qu'en fait j'entends en fait les messages et je me dis putain mais j'en reçois pas autant quoi d'habitude comme ça le soir. Et là en fait le fait d'avoir de la fièvre, alors je sais pas trop après si c'est lié à la fièvre ou pas, mais en tout cas ce qui est marrant, alors pour certains si je tousse et tout ça peut être gênant, hein, ça peut être dérangeant, franchement je peux comprendre. Dans les oreilles et tout, ça peut être un peu gênant. Bon. Mais en même temps, je vous fais le message, je vous fais le podcast tel que je suis, comme je suis, et j'attends pas d'être parfait pour vous faire le truc. Voilà, ça c'est le côté humain, où je prépare que dalle, et je vous fais comme je suis. Et donc en fait, voilà, la nuit, je reçois pas mal de messages, et du coup, là, il y a pendant 2 jours là, je crois ouais depuis vendredi, ouais, depuis jeudi, vendredi, tout ça là, c'était assez drôle. Je recevais en fait pendant que j'essayais de dormir, j'étais KO donc je dormais à partir de 20h30. Bon après je vous parle du sujet, hein, c'est promis, je vous parle du sujet là, je vous fais le petit truc, mais vous allez voir que c'est assez drôle. Et je voudrais pas faire un podcast juste pour ça, quoique je pourrais. Et donc en fait, je reçois plein de messages. Et en fait, les messages, en fait, c'est quoi? C'est l'enseignement, en fait. C'est le déroulement, en fait, le déroulement de mon projet avec la police municipale de ma commune et après de d'autres communes. Et là, je reçois le déroulement, je me vois dans la salle et tout. Il est 20h30, je me couche et tout. Enfin, je m'allonge, je me couvre et tout. Et là, je vois le déroulement du truc. Et je me dis, putain, mais ils sont en train de me dérouler le bordel là, mais qu'est-ce qu'ils font? Et là, moi, je commence à partir dans le délire, je commence à rigoler, quoi. Je dis, ouais, les gars, vous êtes trop forts. Je dis, là, vous êtes en train de me dérouler le truc et tout. Là, moi, je me vois, en fait, avec la police et tout. Je visualise et tout, hein. Voilà, bon, ça, j'ai l'habitude de la visualisation, c'est pas le problème. Mais à ce moment-là, alors qu'en fait, j'ai besoin de repos, tout ça, il y a ce déroulement de l'enseignement. C'est ça qui est assez drôle.
Et c'est que je leur dis, les gars, à un moment donné, je leur dis, et là, je rigole, en fait, tout seul, et ça part tout seul, je leur dis, hé, les gars, hashtag ferme ta gueule, je dors. Comme ça, je sors le truc, et je me mets à rigoler. Je me mets à rigoler, mais je me marre tellement que je commence à tousser, tout ça. Mais je rigole, mais tout seul dans mon pieu, mais comme un gamin, mais vraiment, comme un gosse. À croire que quand je suis malade, en fait, bon, ça m'arrivait souvent, hein. Même avant même mon ascension, ça m'arrivait souvent d'avoir des trucs comme ça, où je rigolais tout seul pendant que j'étais malade, je poussais des cris, je rigolais, j'étais là. Ah, ouais. C'est comme si que j'exorcisais et que j'extériorisais en fait la maladie qui me traversait, comme si que ça me permettait en fait d'extérioriser tout ça. C'était assez drôle, et je me marrais tout seul, je rigolais. Et à un moment donné, je leur dis, bon les gars, c'est sympa, mais là j'ai besoin de dormir, j'ai envie de dormir les gars, donc ce serait bien que ce déroulement-là, c'est cool, c'est super cool, je vous adore, mais faites-le plus tard, quoi, parce que là j'ai besoin de dormir, et là ça tournait, quoi, ça tournait, puis je voyais les images, tout, j'étais spectateur du truc et tout. Et à un moment donné, j'ai d'autres trucs qui arrivent, j'ai des messages qui arrivent. Alors notamment dans la journée, j'ai eu aussi un crime qui est revenu dans ma commune. Voilà, j'ai eu ce message-là aussi en pleine journée, je crois, ou le soir, je sais plus. Alors je l'ai noté sur un calepin, enfin sur mon bloc-notes, sur mon téléphone pour pas oublier. Et en fait, c'est une dame en fait qui est venue me voir parce que je fais aussi des passages d'âme, parce qu'on est tous quelque part passeurs d'âme, hein. Il y a Valérie Jesper, d'ailleurs c'est marrant, Valérie, voilà, j'adore cette femme, Valérie Jesper, hein, qui fait des très très bons reportages, qui parle du passage d'âme. Et effectivement, je suis assez d'accord avec elle, on est tous passeurs d'âme en fait. Pour moi, on l'est tous quelque part. Voilà, il y a une âme qui demande de l'aide, on va la faire traverser quelque part, on va l'aider, on va lui faire traverser un passage difficile, un truc, machin. Donc c'est un passage d'âme en fait. Et moi je suis assez d'accord avec elle en fait. On est tous, vous êtes tous passeurs d'âme en fait au quotidien, à aider quelqu'un qui est en difficulté. Moi en tout cas je le vois comme ça. Valérie, j'espère, je crois qu'elle l'explique un petit peu différemment, mais voilà, je vous explique un peu plein de trucs et tout machin, mais moi c'est ce que j'adore en fait, c'est que voilà, je passe d'un truc à un autre et c'est cool et c'est cohérent quelque part, parce que c'est l'histoire de la vie, parce que c'est l'histoire du quotidien, parce que c'est ce que je vis et je vous l'explique comme je le vis, voilà. Moi je trouve ça plutôt bien que d'être parfait, d'arriver tout lisse derrière un podcast. Et de dire, ouais, moi tout va bien, les gars, moi je suis instructeur, je vous explique un truc, tu vois, voilà, moi je sais que... Et voilà, en fait, non, je sais que dalle, en fait. Voilà, je le sais que quand je le vis. Et c'est là où je le sais, quoi. Bah oui, forcément. Quand, par exemple, je sais pas, moi, j'ai mal au genou, bah je le sais que quand j'ai mal au genou. Hein, voilà. Donc sinon, avant, je sais pas, voilà, on peut se croire parfait, il nous arrive rien. Donc c'est pas ça la vie, là. Le cycle de la vie, c'est voilà, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est moins bien, un coup c'est bien, un coup c'est galère, un coup c'est pas galère, voilà, c'est ça. Donc voilà, le passeur d'âme en fait, le passeur d'âme, la passeuse d'âme, en fait, on est tous passeurs d'âme. Il n'y a pas besoin de se mettre une étiquette ou des gris-gris derrière un mur et mettre une caméra, dire voilà, alors voilà, vous voyez, moi je vous explique comment le passeur d'âme, c'est rien ça. Passeur d'âme, on l'est tous. Pour moi, en tout cas, Valérie Jesper l'explique très très bien. Allez la voir. Allez regarder ses vidéos. D'ailleurs, elle fait une vidéo aussi sur les flammes jumelles. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle dit. C'est très marrant. Ça peut en calmer beaucoup. Hein. Ça peut en calmer beaucoup parce qu'elle, comment elle le voit et comment elle le dit, franchement, vous arrêtez de rêver, en fait. Bah ouais. Et moi, je la suis dans ce qu'elle dit. Non pas parce qu'elle s'appelle Valérie, hein, calmez-vous. Hein. Oui, je sais que c'est... Valérie, voilà, j'utiliserai pas ma, parce qu'en ma c'est possessif, mais voilà, cherchez un nom, un truc, voilà, je dirais Valérie, pas mon autre, parce qu'en fait on dit souvent mon autre, bah oui, mon autre, en fait c'est possessif encore,
c'est mon mien, quoi. C'est à moi, quoi. C'est, voilà, Valérie, c'est à moi. Non, bah non. Bah non, elle n'est pas à moi, en fait. Voilà, je dirais enfin, je dirais Valérie partenaire d'âme, mais pour dire que c'est de mon côté. Enfin, je sais pas comment. Voilà. Donc, bref, vous avez compris qui, depuis mes podcasts, qui est Valérie pour moi. Voilà. Vous avez compris qui est Valérie pour moi. Et moi aussi, donc en fait, j'ai pas besoin non plus de dire ma jumelle, tout ça. Voilà. Pour moi, c'est de la possession. Et je mettrai un autre mot, j'essaierai de trouver un truc, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Aidez-moi, hein, si vous voulez, dans les commentaires, à mettre un truc, un adjectif qui permette de lier, en fait, Valérie à moi dans l'âme. Voilà. Donc, bref. Donc voilà, on est tous passeurs d'âme. Et au quotidien, quand quelqu'un vous demande de l'aide et que vous lui donnez de l'aide et que ça lui convient, que ça va, que c'est... alors même si ça ne lui convient pas, peu importe. Et ben en fait, vous êtes passeur d'âme quelque part. Vous lui avez fait passer une difficulté. Vous l'avez fait passer par exemple, d'un moment de tristesse à un moment de joie. Et c'est faire passer son âme dans la lumière. C'est du passage d'âme, pour moi en tout cas. Et Valérie, j'espère, ça l'explique très très bien. Notamment, je crois, dans sa dernière vidéo, il me semble, je sais plus. Enfin, il y a une vidéo complète où elle parle de passeur d'âme. Et dans une autre où elle explique d'autres choses sur le passage d'âme. Bref, donc je vous reviens à ce crime en fait qui est revenu. Il y a une dame en fait qui est venue me voir et la veille, donc c'était je sais plus quand là, la semaine dernière, je crois en milieu de semaine, elle vient me voir et là j'étais fatigué, je lui dis écoutez madame, je dis je vous entends. Mais on se parle demain, revenez demain. Voilà, on peut mettre des limites, on n'est pas obligé d'accepter la personne tout de suite. On lui dit voilà, je vous entends, j'entends ce que vous dites et tout, mais on en parle demain. Si vous voulez, revenez demain. Donc la personne est revenue et là elle m'annonce en fait. Un crime dans les années 40-50, dans une rue à côté de chez moi. Bon, ok. Là, j'entends, j'écoute, je comprends ce qu'elle me dit. Elle me dit, voilà, mon amant a été tué, c'est mon mari qui l'a tué. Voilà, elle avait besoin de passer à la lumière parce qu'elle comprenait pas. Elle comprenait pas, elle me disait, oui, j'ai trompé mon mari, oui. Mon amant a été tué, mon mari l'a tué. Bon. Et je dis, vous vous appelez comment, madame? Je dis, c'est quoi votre prénom? Et j'entends Nathalie. Pourquoi Nathalie? J'en sais rien, moi je cherche pas à comprendre, vous voyez. En fait, le sujet, c'est la foi. Voilà, je vais vous en parler, c'est la foi. Et je vais vous donner d'autres messages, d'autres trucs et tout de ma vie qui vous font comprendre qu'en fait, quand vous êtes dans la foi, vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne cherchez pas la compréhension des choses. La foi, elle a plusieurs facettes, en fait. C'est OK, on me donne ça, OK, très bien. Je note, très bien. Donc, soit j'entame des recherches avec la mairie, par exemple, la gendarmerie, et je fais en sorte de ressortir cette histoire et de voir, en fait, si elle a vraiment existé. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Mais toujours dans la foi, c'est-à-dire, en fait, avoir la foi en se disant, ok, bah c'est pas grave, si ça existe, ça existe, ça existe pas, c'est pas grave. Voilà. Mais avoir la foi, pour moi, c'est juste de savoir qu'en fait, quelque chose est là, mais vous ne cherchez pas à comprendre. Vous savez que c'est là. Voilà. Vous ne cherchez pas à vous rassurer, à chercher du rationnel, à chercher du... Voilà. Vous avez toujours les deux pieds sur terre, mais vous dites, ok, c'est possible, ok, je reçois ce message-là, c'est possible, c'est ok. Soit j'entame des recherches, c'est la recherche de la vérité, et moi c'est plutôt mon créneau, je suis plutôt un chercheur de vérité. Soit je laisse, mais je ne cherche pas à comprendre en fait.
Et donc cette dame me dit, voilà, il y a eu ça, 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 et me dit, mon mari, c'est quelqu'un qui a été important en fait dans cette vie. Dans cette vie et dans cette vie-là. C'était quelqu'un d'important. Donc je vais peut-être mener des recherches, peut-être qui vont être fructueuses ou pas, qui vont ressortir quelque chose de, de réel ou pas. Peut-être à chercher dans les archives criminelles de la gendarmerie ou de la mairie. Parce que si c'était quelqu'un d'important, peut-être que c'était je sais pas moi, un aristo, un noble, j'en sais rien. Je sais pas, mais en tout cas dans les années 40, 50. Voilà, donc je vais rechercher, je vais voir. On verra. Donc voilà, le sujet pour moi c'est la foi, et je vais vous raconter en fait pourquoi je voudrais vous parler de foi. Il y a énormément de monde qui pense avoir la foi, mais en fait qui la mentalise. Moi j'ai la foi, moi j'ai la foi, moi j'y crois, moi j'ai la foi et tout ça. Alors je dirais que croire en soi et avoir la foi, pour moi c'est lié. Quand on croit en soi, on a la foi. Et quand on a la foi, on croit en soi. Pour moi, les deux sont liés, sont complémentaires. Pour moi, croire en soi, ça va lancer une action derrière. Et avoir la foi, c'est plutôt le côté in, la polarité in. Et donc, en fait, avoir la foi, c'est plutôt donc ça vient du divin. Et en fait, la foi va nous faire croire en nous et va lancer une action. Donc, pour moi, les deux sont complémentaires. Si vous croyez en vous, vous avez la foi. Donc, vous cassez pas la tête à dire « Ouais, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi ». Ça, c'est mentalisé. Avoir la foi, en fait, c'est regarder juste ce que vous faites. Regardez juste en vous qui vous êtes, comment vous êtes à ce moment-là. Si, par exemple, tout va bien, vous avez du fric, vous avez de l'argent, vous avez du matériel, tout va bien, vous pensez ne pas avoir de problème et tout ça, machin, et vous vous dites « Ouais, moi j'ai la foi ». Bah peut-être que non, en fait. Parce que si je vous enlève tout le matériel, si j'enlève tout l'argent, si on vous enlève tout l'argent, tout le matériel, tout ce que vous avez, est-ce que vous allez avoir la foi? Peut-être pas. Et c'est de ça dont je veux vous parler. Quand j'étais plus jeune, et je vais vous donner des choses concrètes. Quand j'étais plus jeune, je ne vais pas vous parler de... Ouais, si, je vais vous parler à partir de 11 ans. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu être pompier. J'y ai toujours cru. Donc, quelque part, j'avais la foi. On peut le dire. Mais à ce moment-là, je n'avais pas conscience de tout ce que je vous dis maintenant. Donc, à l'époque, je voulais toujours être pompier. À l'école, on me posait toujours cette question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Et vous savez que les enfants, à chaque fois, ils changent, en fait, tous les ans. Et c'est normal, c'est l'enfant, il grandit, tout ça, il peut changer d'avis. Il a le droit. C'est pas de problème. Du moment qu'il fait ce qu'il aime, c'est cool. Et on me posait toujours la même question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand pompier? Tous les ans, j'avais jamais un autre métier que pompier. Donc, quelque part, je peux dire aujourd'hui que je croyais en moi et que j'avais la foi. Bon. À l'époque, je faisais du foot, je faisais du karaté en même temps, je faisais de la natation, je faisais un peu de tout comme sport. Je n'étais pas un grand sportif, mais j'aimais faire du sport. Voilà, j'aimais tout ce qui était collectif, avec les copains, tout ça. Et j'y croyais. Et à l'école, en fait, on me disait, ok, c'est bien, tu seras pompier, ok, c'est bien. Et au fur et à mesure du temps, il y a des professeurs d'école, des maîtres d'école qu'on appelait ça à l'époque, qui y croyaient pas tant que ça. Et vous avez justement ces conditionnements qui arrivent à ce moment-là. Pour ça, je vous parle de foi aujourd'hui. Et les conditionnements des maîtres d'école, de la société, des parents, tout ça qui arrive, qui au fur et à mesure du temps, de leurs propres croyances de l'époque, qui vous disent « Non, mais de toute façon, tu seras pas pompier. Hein. T'as vu, quand on fait des séances de sport, t'es pas très très bon en sport. » Ok. Donc là, en fait, ça vous rabaisse, en fait. Vous vous dites « peut-être que je serai pas pompier. » Moi, ça m'a traversé à un moment donné. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'âge de 11 ans, je suis rentré dans la section des jeunes sapeurs-pompiers.
Donc à l'époque, j'étais dans le Val d'Oise, en région parisienne, à Montigny-les-Cormeilles. Je sais pas si pour certains connaissent, je sais pas. C'est à côté de Franconville, tout ça. Taverny, tout le bordel. Et c'est la région Cergy-Pontoise, tout ça. Ah, c'est beaucoup plus loin, hein, mais en tout cas, c'est la région Cergy-Pontoise, en fait. C'est le secteur Cergy-Pontoise, la préfecture de Cergy. Donc, Montigny-et-Cormeilles, je rentre dans la section jeunes sapeurs-pompiers, et là, je fais du sport, en fait, tous les mercredis avec les pompiers. Et en fait, je commence à nourrir, en fait. Donc, ça part de la foi, en fait, dans ma tête, hein, dans mon corps. Et je pars, en fait, dans l'action, puisque je crois en moi, en fait, au final. Et je pars dans l'action où mes parents, en fait, m'inscrivent à cette section, même si ma mère, en fait, aussi, n'y croyait pas. Elle me disait aussi, mais de toute façon, ils voudront pas de toi, tu pourras pas être pompier. Non, mais attends, mais t'as vu, ton copain, là, Christophe, il est pompier, enfin, son père, il est pompier, mais tu n'y arriveras pas, tu fais pas, voilà, tu fais pas partie de ça. Et moi, j'adorais les voir dehors, dès qu'il y avait la sirène, parce qu'à l'époque, c'était la sirène. Je savais qu'ils allaient arriver, tout ça. Et je vous avais expliqué, je crois, dans un podcast où j'avais fait exprès de me foutre le feu dans les poubelles, je crois, à l'époque, quand j'étais petit, pour les voir, justement. Je crois que je vous avais raconté ça déjà. Donc déjà à l'époque, quand j'étais petit, j'avais déjà des parts d'ombre, hein, vous vous rendez compte? J'avais j'avais déjà des parts d'ombre, parce que je foutais de la fumée dans tout l'immeuble, dans la cage dans la cage à poubelle. À l'époque, il y avait une boîte, en fait, dans la cuisine. On ouvrait la boîte et, en fait, on mettait les ordures dans la boîte et ça tombait dans un container à la cave, dans l'immeuble. Donc, en fait, la colonne, en fait, elle montait dans tout l'immeuble et donc, du coup, la fumée montait. Et les gens recevaient la fumée, en fait, dans leur appartement. Donc, c'était pas cool. Mais voilà, j'avais déjà ces pardons à l'époque. Mais moi, je faisais ça à l'époque pour tel truc. Voilà, mon intention, c'était de les voir, mais je n'avais pas la notion du danger à cette époque-là. Il faut savoir que j'étais un gamin. J'avais 7-8 ans quand je faisais ça déjà. Donc bref, et donc à 11 ans, je rentre, je fais du sport. Et là, en fait, je m'améliore au niveau sportif parce que j'ai les pompiers qui m'accompagnent, on déroule des tuyaux, on fait des activités, donc j'ai de l'énergie. Et donc, en fait, je crois en moi. Donc, je suis un peu fatigué parce que ça bouge beaucoup, les pompiers. Donc, ça me fatigue beaucoup. Mais du coup, je suis très bien. J'ai le costume et tout. Je suis content. J'ai la chemise. À l'époque, c'est la chemise, la cravate, la tenue, les chaussures et tout. J'étais très content. J'étais très fier de moi. Et les copains, ils étaient jaloux parce que j'étais rentré là-dedans. Et même eux me disaient, ouais, de toute façon, tu n'y arriveras pas, tout ça. Ouais. Vous voyez, l'ombre, en fait, qui vient vous attaquer dès que vous êtes petit, de toute façon, en fait, ça ne vous lâche pas. Donc voilà. Et là où j'ai eu la foi, là, je vous raconte ça maintenant, mais là où j'ai eu la foi, c'est qu'on faisait des crosses tous les ans. Et il y avait la section jeunes sapeurs-pompiers qui avait son cross départemental. Et il y avait les adultes, les opérationnels. Et moi, en fait, j'arrivais toujours dernier, parce que sportivement, en fait, j'étais pas très bon. Pourtant, je faisais du foot et tout, je faisais beaucoup de sport, de la natation, je faisais du karaté, tout ça. Mais j'étais pas très bon dans le fond, en fait. J'étais pas un grand sportif. Donc, vous voyez, ça aurait pu très vite me lâcher, d'arrêter de croire en moi, d'arrêter d'avoir la foi. C'est comme si que les gens, en fait, pointaient, en fait, mes lacunes sportives pour me faire arrêter. Et c'est au contraire ce qui m'a motivé. Au contraire, ce qui a été un moteur pour moi. Inconscient. Et là, j'arrivais, non, moi, je vais être pompier, de toute façon, j'y arriverai, je m'en fous de ce que vous pensez, j'en ai rien à foutre. Et puis, je pleurais, j'étais en colère. Mais ça m'a permis, en fait, d'avoir cette foi, de garder la foi. Parce que je l'avais, la foi. C'est pour ça que quand je vous dis, il y a beaucoup de monde qui la mentalise, vous l'avez, en fait, la foi. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Il n'y a pas de tergiversation. Moi, j'ai la foi. Moi, j'ai la foi. Non, vous l'avez, en fait. Vous l'avez, en fait, en regardant ce que vous faites, en regardant comment vous êtes à ce moment-là, quand vous recevez quelque chose de quelqu'un. Un message de l'ombre, un message négatif, quelqu'un qui vous dit, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Si vous avez la foi, vous le savez au fond de vous. Parce que la personne, en fait, vous allez la regarder, vous allez dire, ok.
Moi, je crois en moi. Et peu importe si j'y arrive ou pas, j'aurai été au bout de ce que j'ai envie de faire. Là, vous avez la foi. Mais vous avez la foi dans l'action que vous menez. Pas la foi en disant, ouais, moi j'ai la foi, puis vous êtes chez vous faites rien. Pas ça la foi. En tout cas, pas pour moi. Des fois, on est chez soi, on fait rien, et des fois, pam, il y a un truc qui arrive, et effectivement, ça nous permet ça nous permet de prendre du recul et nous permettre de mieux avancer. Donc là, en fait, j'avance et tout, j'arrive à un certain niveau, un certain seuil de ma formation pompier, jeune sapeur-pompier. Et là, j'arrive à 17 ans et je vais commencer à partir au service militaire. Et là, j'ai encore cette foi qui me dit va chez les pompiers. Donc là, je fais tout pour aller chez les pompiers, je fais tout pour faire mon service militaire chez les pompiers. Donc là, je m'engage dans l'armée de l'air et je choisis la section pompiers. Les habitations de la base aérienne et les pistes d'avion, les Jaguars, alors à l'époque il y avait des Jaguars, des Mirage 2000 et à l'époque j'ai connu le Rafale qui commençait à arriver, le nouvel avion en fait de l'époque qui arrivait, je crois qu'il est encore en service, parce que je crois que c'est le dernier. Qui est encore en service. Le dernier, en fait, c'est le Rafale qui est arrivé dans les années 90. Ou un petit peu avant, je crois. Donc là, je pars chez les pompiers. Voilà, donc je fais mes 1 an. Alors, pendant 2 mois, il y a une formation. Formation militaire normale, classique, où vous avez les armes à la main, le FAMAS, pistolet automatique, tout ça. Donc je tire, tout tout ça. On t'apprend à faire la guéguerre, tout ça, tout le bordel. C'était pas trop mon truc, moi. Moi, c'était plus les tuyaux d'arrosage, et, les lances à incendie, et les camions de pompiers, les gyros et les 2 tons. C'était plus ça, moi, où j'étais bien, que plutôt d'avoir une arme à la main et de tirer sur quelqu'un alors qu'en fait, voilà. On me mettait dans une dualité, en fait, à l'époque. C'est-à-dire, en fait, j'avais une arme à la main pour tuer quelqu'un. Et à la fois, en fait, j'étais dans mon cœur, en fait, j'étais là pour sauver les gens. Vous voyez, imaginez la dualité d'un gamin de 18 ans que je pouvais porter à l'époque, où j'étais entre eux. Parce que je vous remets dans le contexte, en fait, dans les années 90, quand je pars au service militaire, je suis en pleine guerre du Golfe. Pour ceux qui l'ont connu, je suis en pleine guerre du Golfe. Donc, j'ai connu la guerre du Golfe, non pas en paix, mais en paix, oui, dans mon pays, enfin la France, parce que j'étais en base aérienne et que j'étais pas sur le terrain en Irak. Mais j'étais en pleine guerre du Golfe, c'est-à-dire qu'en fait, à tout moment, le Moyen-Orient pouvait attaquer en fait la France et toutes les bases aériennes, en fait, comme ça se passe dans toutes les guerres. Hein. Les Américains, quand ils sont partis attaquer l'Irak, ils ont attaqué toutes les bases aériennes. Hein, tout ce qui pouvait attaquer leurs troupes, etc. Donc nous, on pouvait se retrouver également avec des troupes du Moyen-Orient qui arrivent et qui bombardent en fait toutes les bases aériennes de France pour éviter des attaques chez eux. Donc en fait, j'étais quand même en paix, mais sans l'être. Donc en fait, on était en alerte permanente. Donc je vous remets dans le contexte. Et je vous remets dans mon contexte, dans mon monde à moi, dans ma carte du monde à moi, où moi, j'étais là pour sauver les gens. Donc à la fois, la guerre a une intention de sauver les gens, mais en tuant d'autres gens. Donc c'est ça le paradoxe. Donc il n'y a pas de guerre propre. Il n'y en a pas pour moi. Les deux côtés sont sales. Voilà. Il n'y a pas un côté propre où moi je tue les gens pour sauver d'autres gens et de l'autre côté, eux, c'est les méchants, c'est les sales. Non, 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 non. Les deux côtés, c'est sale. Donc moi, en fait, j'avais des armes à la main où je me trimballais pendant 2 mois, jour et nuit, à faire la garde sur les pistes des avions, les partout, machin et tout. On était là en permanence aux aguets. À balles réelles, hein. Je vous dis à balles réelles. Moi, j'avais des armes à balles réelles. À tout moment, je pouvais tuer quelqu'un. Ne serait-ce que par peur, où j'entendais du bruit, je pouvais sortir mon arme et en fait dire « Oh là, qui va là ?»
et tuer la personne si elle se présentait pas. Hein? Et j'étais en dualité en même temps parce que derrière, en fait, j'étais en train de me préparer pour aller dans la section pompier à l'armée de l'air. Pour aller sauver des gens. Donc c'était une sacrée putain de dualité. Croyez-moi. Donc moi, comme j'avais cette foi, donc là je vous l'explique comme ça, parce qu'en fait à l'époque je ne l'expliquais pas de cette façon-là, mais je l'avais en moi. J'ai coupé cette dualité, je dis ok, je reste patient, j'accepte en fait, voilà, si je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça, je dois passer par cette formation-là pour aller là-bas. J'avais le choix aussi de partir, mais de partir de l'armée à cette époque-là, vous ne pouvez pas partir comme ça en fait. Vous pouvez pas, si vous partez comme ça, vous êtes repris par la gendarmerie parce que vous êtes déserteur. Donc en fait, vous allez en prison. C'est comme ça. Donc en fait, j'ai coupé la dualité, je dis ok, j'accepte ce qui est, je fais cette formation, je dois passer par là pour aller là. Donc j'avais un but, et donc c'est ça qu'on appelle la foi. C'est de croire en fait en ce qu'on est, en qui on est, pour aller là. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc là, j'ai réussi à aller dans la section pompier, et là, j'avais plus d'armes. Alors j'avais toujours les armes, bien sûr, au placard, parce qu'on est quand même militaire à ce moment-là. Mais on n'est plus sur le côté guéguerre. Voilà. Donc là, moi, je faisais des manœuvres incendie. Là, j'étais content. Là, j'étais dans ma bulle. J'étais heureux. J'étais comme un gamin. Là, voilà. Mon âme d'enfant, elle était là, quoi. Donc moi, j'avais plutôt une âme de sauveteur, une âme de sauveur. D'où ma posture de sauveur. Et après, plus tard, etc. Moi, j'étais là pour sauver mes parents, en gros, quoi. Ça, je vous l'avais déjà dit. Et là, voilà, la foi que j'ai en moi à ce moment-là fait que je fais tout ça et je sors de... On me propose en fait un prolongement, ce qu'on appelle l'engagement volontaire long, et ce qui vous permet en fait de partir à l'étranger sur les terrains de guerre en tant que pompier. Moi, je pouvais partir en tant que pompier, par exemple en Irak, sur les bases aériennes prévues pour la France, parce qu'il y avait des trucs là-bas. Et je pouvais être pompier sur place. Et en fait, encore une fois, je vous le dis, ma mission, c'était pas d'aller faire la guerre, moi. C'était de sauver les gens. Donc j'ai dit non. J'ai dit non. On me dit, ouais, mais vous passerez votre permis gratuit, poids lourd, VL, et puis vous pourrez transformer ça dans le civil et vous aurez vos permis gratuits. Non, non. J'ai dit non. Je prolonge pas. Je pars, je veux rentrer chez les pompiers civils, moi, et je veux faire ma carrière là-dedans. Voilà, pour moi, c'était ça. J'ai eu raison de le faire parce que ça m'a, justement, ça m'a permis d'assumer mes choix, parce qu'après, ça n'a pas été si simple. Et c'est pour ça que je vous parle 2 fois, et j'arriverai aussi sur la résilience. Quand je suis sorti, je suis rentré je me suis inscrit chez les pompiers civils dans le Val d'Oise en février 92. Après avoir passé 10 ans dans la section des jeunes sapeurs-pompiers et après avoir passé 1 an chez les pompiers militaires. Donc vous imaginez, j'avais déjà 11 ans de carrière et j'allais entamer encore après derrière une bonne quinzaine d'années. Imaginez. Et là, en fait, je m'inscris et je dis à ma mère, voilà, j'ai quitté l'armée parce que j'ai fini l'armée, ça y est, ils m'ont libéré, je suis libre, j'ai fait 12 mois, je suis libéré, j'ai fait mon temps légal, etc. et j'ai refusé de m'engager et je vais m'inscrire chez les pompiers. Donc ma mère me dit, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas, de toute façon, ton permis, tu ne l'auras pas, tu n'y arriveras pas, tu aurais dû passer à l'armée. Je lui dis, maman, si tu me dis que je ne vais pas l'avoir là, pourquoi je l'aurais eu à l'armée, en fait? Elle me dit, oui, mais à l'armée, tu aurais eu ce qu'il faut pour le passer, tout ça. Je fais, ok, ouais, bon. Je fais d'accord. Donc, je mets des sous de côté, je passe mon permis de conduire, j'avais 19 ans, je m'inscris chez les pompiers.
Je passe les tests du portique, hein, c'est un portique qui a plus de 10 mètres de haut, avec une planche qui est très très fine, en haut une grille qui est transparente en fait, et vous passez en fait, vous traversez de l'autre côté. Bon, ça c'est pour vérifier si vous avez le vertige. Et je passe, je vais à la piscine, tout ça machin, je passe. Alors j'avais la chance d'avoir fait de la natation, donc du coup j'avais une bonne façon de nager, qui me permettait d'avoir un bon chrono, donc du coup j'étais pas mal là-dedans. Et puis la course à pied. Alors là, la course à pied, moi j'étais pas très bon dans ce domaine-là, donc je suis pas arrivé très très bien, mais c'est pas grave, ça m'a quand même permis de passer. D'où la foi, je vous le rappelle, hein, le sujet, la foi. Donc je me suis déchiré un peu pour passer. Mais grâce à tout ce que j'avais fait avant, un peu de sport, tout ça, j'ai réussi à passer les épreuves. Et là, en fait, on m'envoie un courrier. Et ma mère me dit, en fait, alors avant le courrier, ma mère me dit, de toute façon, ils te prendront pas, tu verras. De toute façon, t'es pas fait pour être pompier, t'y arriveras pas. Ok, bon. Et là, en fait, que vous ayez la foi ou pas, en fait, ça ne dépend plus de vous. Puisqu'en fait, là, vous avez passé les épreuves, vous avez passé les trucs, vous avez mis les choses en action. Vous n'avez plus rien à faire, en fait. Vous êtes dans une attente passive, active. Dans une attente active, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez mis les actions en place et vous n'avez plus rien, vous ne contrôlez plus, en fait. C'est plus vous qui contrôlez. Vous n'avez pas le contrôle. Et là, je reçois le courrier. Et ma mère arrive avec un sourire énorme, avec les bras en l'air et tout. Elle me dit, oui, tu es pris, tu es pompier, tu es pompier, tu es pompier, tu es pompier. Bravo, bravo. Mais quelques jours avant, c'était, tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas pris, ils veulent pas de toi. Et c'était assez drôle le contraste en fait de ma mère qui avait mis le pognon pour m'inscrire. Vous voyez, la dualité de ma mère en fait, c'est j'y crois pas, mais en même temps, je t'inscris, je mets de l'argent et je t'inscris quand même. C'était ma mère. Maman, si tu m'entends, salut. Merci pour ta dualité, parce que tu m'as permis d'avoir la foi et la résilience. Merci. Ma mère, c'était, voilà, elle était en permanence en dualité. C'est-à-dire qu'à la fois, elle y croyait pas, mais en même temps, elle mettait le pognon pour m'inscrire et que j'y aille. La musique, c'était pareil, elle y croyait pas. Pourtant, elle m'a inscrit au conservatoire à faire de la batterie, à m'acheter des bouquins de musique. Mais de toute façon, tu n'y arriveras pas, tu n'auras pas tes diplômes et tout ça. Je suis arrivé au bout du cycle possible dans un conservatoire municipal. Je suis arrivé au bout élémentaire 2 hein, en batterie. Élémentaire 2, après, c'est l'école supérieure. Et l'école supérieure, ça coûte assez cher à l'époque. Et en fait, c'était à Paris. Ma mère, à ce moment-là, n'a pas mis le pognon parce qu'elle ne l'avait pas. Donc, j'ai arrêté, en fait, les cours de batterie en municipalité. Et j'ai fait de la batterie, moi, avec des disques. Voilà, tout ça. Ce qui m'a permis, après, de faire un concert où j'avais 14 ans, où j'ai remplacé un professionnel alors que j'avais que 14 ans. Bref, toujours la foi. Toujours croire en soi, même quand on est dans la galère. Ou même quand les autres pensent qu'on l'est. Toujours y croire. Même si ça prend du temps, vous y arriverez. Donc là, voilà, bref, tout ça, on est à 38 minutes, je vais bientôt m'arrêter quand même. Et là, je reçois ma carte de pompier, je reçois tous les papiers, les machins, tout ça, et je reçois la convocation pour aller chercher ma tenue, mon pack de tenue, mon pactage de tenue, au service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise, donc qui était à Cergy à l'époque, qui est aujourd'hui à Neuville-sur-Oise, mais à l'époque il était à Cergy-Pontoise, à côté de la gendarmerie, pas très loin de la gendarmerie départementale. Là, le gros groupe de gendarmerie, le groupement de gendarmerie du département, avec plusieurs petites gendarmeries autour, bien sûr, mais en tout cas, voilà, il était à côté du groupement de gendarmerie à Cergy-Pontoise. Boulevard de l'Oise, non, c'était plus Boulevard de l'Oise, je sais plus où il était, Boulevard de l'Oise ou Boulevard, je sais plus. Bref, c'était pas loin. Et là, maintenant, ils sont à Neuville-sur-Oise, que j'ai connu plus tard, après, parce que j'ai muté à la caserne de Neuville-sur-Oise, après, un peu plus tard, dans ma carrière, pendant 1 an. Donc, j'étais à côté de l'état-major, en fait. Il y avait l'état-major, donc le service départemental d'incendie et de secours, ce qu'on appelle le SDIS. Et
et la caserne de Neuville qui était à côté. Voilà, je fais une petite parenthèse là-dessus. Là, je suis tout fou, tout content, voilà, la flamme en moi qui arrive, qui est là, parce que j'ai toujours eu en fait la foi finalement depuis que je suis petit, mais sans vraiment le savoir, et en me faisant torturer, en me faisant taper par les gens, tu n'y arriveras pas, tu ceci, tu cela, voilà, Satanas, comme si on me secouait l'ail devant moi, Satanas, oh là là, et en fait, moi j'avais cette force en moi que je ne soupçonnais pas à l'époque. En fait, moi, j'avais peur quand on me disait ça. On me disait, ouais, peut-être qu'ils ont raison, je vais peut-être pas y arriver et tout, machin. La parole de l'ego, vous voyez, vous commencez à construire l'ego à ce moment-là. Vous commencez à former des trucs, des carapaces, des machins. Donc voilà, en gros, j'ai réussi tout ça, et voilà, je suis rentré, j'ai fait ma formation pendant, je crois que c'était pendant quelques semaines, je crois que c'était pendant une semaine, formation pompier initiale. Une semaine ou deux, je crois que, ouais. Avec des professionnels à Osny, à la grande caserne de Osny, dans le Val d'Oise. C'est là où ils forment tous les pompiers. Enfin, maintenant, plus maintenant. Maintenant, il y a un centre départemental de formation qui est à Sarcelles-Saint-Brice, je crois. Il me semble, dans une pente, là, il est là-bas, je crois. C'est le centre départemental. Il y a Argenteuil aussi, au CSP Argenteuil, centre de secours principal à Argenteuil aussi, qui font des formations. Départementale, je crois que c'est pour les gradés, il me semble, je sais plus. En tout cas, moi, c'est là où j'avais passé ma formation de gradé, après, plus tard, à Argenteuil. Et ouais. Donc en fait, je passe ma formation pendant une semaine et je sors et moi, je m'étais inscrit à la caserne d'Éragny. Voilà, parce qu'en fait, il fallait une caserne de base. Donc mon inscription, en fait, elle était partie de la caserne d'Éragny. Donc après, j'étais incorporé à la caserne d'Éragny, donc là, ça bougeait beaucoup. Il y avait l'autoroute à côté, il y avait la RN 184 à côté, il y avait l'autoroute A15. Il y avait pas mal de circuits automobiles, enfin, il y avait pas mal de routes automobiles autour de tout ça. Donc ça circulait pas mal, ça bougeait pas mal. Il y avait beaucoup de feux d'appartements à l'époque. Il y avait beaucoup d'incendies. Enfin, c'était assez énorme à cette époque-là, dans cette caserne-là. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Aujourd'hui, le secteur Éragny, il a grandi. Il y a énormément d'interventions. Moi, c'est ce que j'adorais à l'époque. Donc bref, donc voilà. Donc cette période-là, elle a duré 15 ans au total, à peu près, une quinzaine d'années. Et j'ai fini à Garges-les-Gonesse. Alors elle a fini une quinzaine. Alors au total, ça a duré, alors que je me trompe pas, ça a duré une bonne vingtaine d'années. Voilà. Une bonne vingtaine d'années, et j'ai fini à Garges-les-Gonesse au moment du crash du Concorde. Voilà, un petit peu après. J'ai fini un petit peu après le crash du Concorde à Garges-les-Gonesse. Où là, après, je suis parti. Pareil, où je suis parti parce que je me suis raconté des histoires, mais je vous raconterai plus tard pourquoi je suis parti. Et là, donc là, je vous parle de foi. Pourquoi ? Parce qu'après, il m'arrivait plein de trucs après, une fois que j'ai quitté les pompiers. C'est que j'ai eu une période de désengagement de moi-même, inconsciente. Mais ça, je vous l'avais raconté dans le podcast d'avant, mais je vais vous raconter quelques trucs qui font qu'à ce moment-là, vous avez la foi. Réellement. C'est réellement dans qui vous êtes à ce moment-là, et ce que vous faites, qui vous montre que vous avez vraiment la foi. Et vous êtes guidé. Donc vous inquiétez pas, vous êtes guidé, même si vous pensez qu'en fait c'est galère et que c'est fini, vous êtes guidé. J'ai passé des moments à la rue, de désengagement total de moi-même, où je faisais des petits boulots à droite à gauche, mais j'avais plus envie de m'engager dans quoi que ce soit après les pompiers. Parce que les pompiers, pour moi, c'était un véritable putain d'engagement. C'était dans mes tripes, depuis que j'étais petit, quoi. Et d'avoir quitté les pompiers de cette manière-là, pour moi, c'était une déchirure totale du cœur. Bon, je vais vous raconter vite fait l'histoire que je me suis racontée toute ma vie, enfin tout le restant après, quand j'ai quitté les pompiers. C'est que je me suis raconté l'histoire que c'était
parce que en fait j'étais en couple tout ça, qu'à chaque fois j'étais quitté parce que du coup j'étais trop chez les pompiers et que bah, j'étais voilà et que en fait ces femmes-là avaient besoin de me voir et que j'étais pas assez là. Alors il y avait une partie de ça, mais il y avait une grosse autre partie. En fait, c'était pas du tout ça. En fait, c'est pas la raison pour laquelle j'ai quitté les pompiers. La réalité, c'est qu'à un moment donné, j'étais avec une femme à Paris 18e où j'étais en conflit, et en dualité et en conflit avec elle. On se bagarrait beaucoup, on était énormément en conflit. Et un jour, son frère est arrivé à la porte. Moi, j'étais pas là. Je venais juste de partir. Il a frappé à la porte, il a cassé la porte. Voilà, il a fini par casser la porte. Et sa sœur, en fait, lui disait, il est pas là, il est pas là, il est pas là, arrête, il est pas là, il est pas là. Moi, il voulait me péter la gueule parce qu'il pensait qu'en fait, je pétais la gueule en fait à sa sœur, alors que pas du tout. En fait, c'est pas le cas. Ça a été le cas à un moment donné. Oui, j'étais à un moment donné violent avec elle, ou à un moment donné à l'arrêt de bus, je vais lancer un sac de loin. J'étais de l'autre côté du trottoir, elle l'a pris en pleine tronche, en pleine figure, et en fait, ça lui a cassé une dent. Mais l'intention n'était pas de lui mettre le sac dans la figure, c'était de lui rendre son sac, en fait, parce qu'il y avait des voitures. Et en fait, j'ai lancé le sac parce que je voulais pas traverser. Ça, c'est différent. Ça reste de la violence, mais c'est différent. Et donc, son frère, en fait, il vient frapper à la porte. Il casse la porte, en fait. Il croyait que j'étais là et qu'elle me protégeait, en fait. Et en fait, moi, j'étais pas là. Et la propriétaire qui habitait juste en dessous, à un étage plus en dessous, elle savait où je travaillais. Elle savait que j'étais pompier, tout ça, à Garges-les-Gonesse et tout le bordel. Hein. Parce que moi, j'avais rien à cacher, tout ça. En fait, moi, je lui disais, voilà, je suis là. Et la propriétaire, en fait, elle a cru que c'était moi qui avais cassé la porte. Donc, elle a appelé ma caserne m'a convoqué. Et j'étais convoqué par la direction. La direction n'a pas cherché à comprendre, en fait. Elle m'a dit, écoutez, là, nous, ça nous met en porte-à-faux, donc c'est pas très bon pour nous. C'est pas digne de nous. Donc, en fait, vous avez deux solutions. Soit on vous vire, vous êtes révoqué, soit vous démissionnez et vous pouvez être pompier dans n'importe où en France. Mais si vous êtes révoqué, qu'on vous vire, vous ne pourrez plus aller nulle part. Donc là, j'ai posé ma démission. C'est comme ça que j'ai quitté les pompiers. Sinon, j'aurais peut-être pas quitté les pompiers, mais peut-être que je les aurais quittés autrement. Donc ça, sachez que l'univers, en fait, à un moment donné, quand vous comprenez beaucoup plus tard pourquoi il vous arrive ça, c'est parce que vous devez vivre après des trucs qui vont vous permettre d'être résilient. Donc vous considérez plus ça comme des problèmes. Aujourd'hui, je ne considère plus des galères comme des problèmes. Et je m'identifie plus à des problèmes. Je me dis, ok, il y a une opportunité en fait à tirer là-dedans. Si j'ai pas eu ça là ou qu'on me tire de là, c'est qu'il y a quelque chose. Vas-y, ok, va vers l'opportunité. Qu'est-ce que ça t'amène? Aujourd'hui, je suis comme ça. Dans la résilience et dans la foi. Totale. Mais à l'époque, non. À l'époque, j'étais déchiré. Alors ça, Valérie le sait, tiens. Je vous le dis en même temps. J'avais du mal à lui dire ça. Mais quand elle m'a appelé, quand elle m'a quitté, ça, Valérie, je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà, je vais te raconter réellement pourquoi j'ai quitté les pompiers. J'ai réussi à lui dire ça. Pas le côté détention. Ça, j'avais pas réussi à lui dire. Aujourd'hui, je pourrais lui dire, ouais. Mais là où vous avez la résilience et la foi, c'est qu'en fait, rien ne vous... Je dirais quasiment plus rien ne vous fait peur. Je veux dire, si vous êtes au bord d'une falaise, évidemment, vous allez avoir peur de tomber. Vous êtes au bord de la fenêtre, vous regardez comme ça, de 30 étages. Bien sûr, vous pouvez avoir peur de tomber, ça fait peur. Vous êtes au milieu de l'autoroute, à pied comme ça, vous avez les deux bras en l'air. Bien sûr, vous pouvez avoir peur de vous faire renverser tout ça, ouais, bien sûr. Mais quasiment, vous n'avez plus peur, en fait, de genre, quelqu'un vous quitte, quelqu'un veut plus vous voir, quelqu'un veut plus vous parler. Franchement, vous arrivez à un tel point de résilience et de foi, vous n'en avez plus rien à foutre, en fait. Mais vraiment. Donc bref, il m'est arrivé des trucs où je m'étais désengagé de moi-même par rapport, justement, les pompiers. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à la rue, j'avais plus envie de bosser à droite à gauche, j'avais envie de faire tel, j'avais envie de faire ça et rien d'autre. Donc, je voyais rien d'autre, je retournais chez mes parents m'engueulaient, me disaient, mais putain, c'est pas possible, mais attends, tu vas pas rester longtemps à la maison, on va te foutre à la rue, faut que tu travailles. Donc, tout ça, c'était des opportunités de résilience et de foi. Donc là, ma mère qui s'amusait à grande joie à dire, ouais, ben tu vois, je t'avais dit que de toute façon, ils voudraient pas de toi et que tu ne réussiras pas et que... Alors qu'en fait, ma mère, pendant tout ce temps où j'étais pompier, elle était très fière de moi. Elle disait à tout le monde, ouais, je suis fier de mon fils, il est pompier.
Ma mère, c'était quelqu'un, voilà, qui était en dualité permanente. Elle était en dualité permanente. Voilà, c'était ça. En même temps, c'est quelqu'un de joyeuse, en même temps, c'est quelqu'un de sombre, de noir. Elle était en dualité permanente, en fait. C'était un coup, je suis contente de ce qui t'arrive, en même temps, bah, tu t'es fait virer, bah, je suis contente, ouais, bah, c'est cool pour tout. Enfin, ouais, je suis contente, quoi. C'est bien, je t'avais dit, ouais, tu n'y arriveras pas. Bon, mon permis de conduire, elle m'avait dit la même chose, je l'ai eu, hein. Tu l'auras pas, tu l'auras pas. Ma mère, c'est quelqu'un qui a toujours voulu quelque part être chanteuse, être dans l'artistique. Elle n'a jamais réussi. Elle a voulu avoir son permis, elle l'a passé 4, 5 fois, elle n'a jamais réussi à l'avoir. Donc si vous voulez, à travers moi, en fait, elle voulait que je vive en fait ce qu'elle vivait elle. Sauf que moi, c'est pour ça que je vous parle de résilience et de foi, c'est que n'étant pas ma mère, moi j'étais inconsciemment rempli de foi et de résilience. Donc peu importe ce qui m'arrivait, j'arrivais toujours à rester en vie. Donc j'étais à la rue, j'avais peu d'argent, j'avais pas envie de travailler, donc en fait j'étais sur le déclin. Mais pourtant je continuais. Je continuais. Bon bref, je vais arrêter là après. Mais tout ça pour vous dire que ouais, j'ai vécu dans la rue par un moment, dans ma vie, en 2004, en 2009. J'avais plus d'appartement. En 2011, mais j'ai retrouvé, là, je vous avais raconté l'histoire de mon pote, tout ça. Donc à chaque fois, j'avais des trucs jusqu'à voilà, jusqu'à ce que Valérie arrive, quoi. Voilà, mais j'ai toujours tenu, j'ai toujours été en vie, j'ai toujours été résilient, il y a toujours eu des gens autour de moi qui m'ont aidé, que ce soit des mairies, je sais pas, n'importe quoi, des gens qui me donnaient de l'argent. Voilà, c'est des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts comme ça sur votre chemin qui fait que en fait vous n'êtes pas au bord du suicide. En fait, moi j'étais pas à ce moment-là, j'avais pas de notion de suicide, j'avais rien de tout ça. Mais inconsciemment, en fait, j'étais résilient et j'avais la foi. Et j'étais toujours dans la musique, donc même si je savais pas où aller dormir après les répétitions, j'allais quand même aux répétitions. C'est ce qui me mettait, c'est ce qui me maintient, c'est ce qui me maintenait droit. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, où j'en suis arrivé, c'est qu'aujourd'hui, bah, j'aide les gens, en fait, dans mon histoire, dans ma médiumnité, voilà, j'aide les gens, en fait, par rapport à mon parcours, à mon expérience, à ma vie. Et en fait, il y a beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui, qui sont contents de ce que je leur apporte. Voilà, je vais m'arrêter là, puis je vous donnerai d'autres petits trucs plus tard. Donc voilà, je voulais vous parler de résilience et de foi. Allez, ciao, bonsoir et un bon dimanche. Il est 13h31, salut!